Bonjour et bienvenue à bord de la chaîne YouTube Oak Island Research. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo en français. J'ai 99% de commentaires positifs, j'en suis très content. On va se recroiser souvent. J'ai des commentaires négatifs, j'y ai répondu. Je suis pas historien, je passe pas 40 heures par semaine là-dessus. C'est un hobby et oui, des fois il y a des approximations, notamment sur les chaînes. D'accord, ok, il y en avait en Nouvelle-Écosse, mais il n'y en avait pas dans cette zone là et ils ont été plantés manuellement. Je pourrais faire 3 vidéos là-dessus avec toute la documentation et toute la recherche en anglais qui a été faite. Donc vous m'excuserez de quelques approximations parfois. Bien, alors ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment j'ai attaqué le problème de cette carte que j'ai eu entre les mains pendant 3 ans avant de commencer les premiers décodages. Cette carte, je vous l'avais montré lors de la dernière vidéo. Il y a beaucoup de choses. C'est organisé en 1, 2, 3, 4 sections. Et quand on est face à cette carte, à ce papier, on se demande par quoi on commence, qu'est-ce que ça veut dire, il se passe quoi. Et beaucoup de gens sont restés, comme moi, pendant des mois devant en disant comment on s'en sert. Il y a eu une première chose que j'ai faite, c'est d'essayer d'évaluer la date à laquelle elle a été créée. Dans le show, et toute la communauté américaine est encore focalisée et encore en croyance que la carte date de 1347 parce que c'est écrit 1347. On y reviendra très longuement parce que ce chiffre est très important, mais vous qui êtes français, au moins francophone, contrairement à des Américains, vous avez vu qu'il y avait un 1 devant et qu'en français, autant on dit 2000 quelque chose, 3000, mais on ne dit pas 1347, on dit 1347 pour donner une date ou une distance. Et donc de mettre un article devant, c'est déjà pour moi une indication que c'était pas une date. Alors comment faire pour regarder la date à laquelle cette carte a été établie? Eh bien, si on regarde les mots qui la composent, on peut déterminer à partir de quelle année, quel siècle, quelle décennie ils ont commencé à être utilisés. C'est une anecdote que je vous donne quand je travaillais à Macao, qui fait maintenant partie de la Chine, sur la construction d'un casino il y a quelques années. J'ai appris qu'il y avait un journal officiel chinois qui, toutes les semaines, publiait les 20 nouveaux mots en chinois et les 20 nouveaux idéogrammes. Par exemple, iPhone, qui est sorti en 2002, 2001, un mot qui n'existait pas. Et le gouvernement chinois a donné la codification en idéogramme du mot iPhone qui, transmis dans leur langue, veut peut-être dire caleçon bleu. Il n'y a pas de traduction phonétique directe, il n'y a pas de traduction d'objet, c'est le gouvernement qui décide. Eh bien, j'ai utilisé la même technique, c'est-à-dire de rechercher. Si j'avais le mot iPhone dans cette carte, je sais que la carte ne pouvait pas être créée avant 2002. Et par contextualisation, et en utilisant un dictionnaire du CNRTL, c'est le CNRS en fait, qui a compilé des dictionnaires historiques, qui a mis un moteur de recherche, qui les a numérisés, et qui nous permet, en rentrant un mot, d'avoir son contexte. Là, j'ai rentré le mot atterrissage dans cet exemple. Alors, on voit que déjà, première chose, moi au début, je pensais qu'atterrissage, ne pouvait pas dater d'avant les avions. Ben non, c'est un terme maritime. Un atterrissage ou une zone d'atterrissage, c'est une zone dans laquelle on va ancrer un navire avant de débarquer sur Terre. Ça s'appelle l'atterrissage. Et dans ces dictionnaires, il y a quelque chose de très intéressant. Ici, là, par exemple, on voit qu'il y a une première attestation. Donc il y a des recherches, et je pense que c'est leur moteur électronique qui va chercher dans tous ces dictionnaires à partir de quand on le trouve. Et ce mot est attesté depuis 1835, dérivé du radical, de la racine du participe présent de atterrir et du suffixe age. Oui, radical et suffixe. Donc ce dictionnaire du CNRS nous permet de dater à partir de quand des mots ont été utilisés officiellement dans la langue française. Donc ce que j'avais fait une vidéo complète en anglais, c'était la première vidéo de la chaîne, où j'ai exploré mot par mot, ou pas tous les mots, j'ai pris des exemples, et je montre les dates à laquelle ces mots ont commencé ou sont certifiés d'être utilisés. Il y en a, on n'a pas de certification, mais la plupart on a. Alors il y a des choses intéressantes là-dedans. Le mot dessin est arrivé très tard dans la langue française. Voûte aussi, qu'on trouve, mais le plus tard, c'est atterrissage, puisqu'on vient de voir que c'est 1835. Et donc on peut en conclure que cette carte n'a pas été établie en 1347,
Elle n'a pas pu être établie après que le mot atterrissage soit utilisé dans la langue française. Donc, elle date de entre, ça c'est le mot le plus tard que j'ai pu trouver, entre 1835 et aujourd'hui. Donc, c'est une carte qui a été établie il y a 2 siècles, le siècle dernier, et comme on l'a depuis 2006, on peut même dire ce siècle. Mais elle a été écrite un peu avant. On en sait un peu plus maintenant, au bout de 3 ans de recherche, sur la date, le contexte. J'ai pas encore le nom de la personne, mais on commence à avoir des pistes. Donc ça, c'est très intéressant pour bien contextualiser cette carte, qu'elle ne date pas de 1347, et qu'il y a des mots à l'intérieur, même le style d'écriture, on voit que c'est pas un style d'écriture du Moyen-Âge en gothique, hein, c'est un style d'écriture assez récent. Moi, je pense personnellement entre 1905 et 1960, mais ce n'est qu'une supposition, je peux rien prouver là-dessus. Donc elle est relativement récente par rapport au contexte de Oak Island et de la première découverte du puits en soi-disant 1795. Là aussi, dans des vidéos, on reviendra sur l'histoire officielle. Et puis quand on recherche un peu dans des documents historiques, on se rend compte que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Et ça pose la question, pourquoi ne pas avoir raconté la vraie histoire? Bien, donc j'ai commencé avec ça, à commencer à comprendre les dates. Et puis ensuite, la grande question, c'est comment on appréhende cette carte. Ça m'a pris des mois et des années à la regarder tout simplement, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle voulait nous dire, comment on l'utilisait, est-ce que elle était vraie? Alors, elle était vraie, c'est un hoax ou c'est pas un hoax? Ça, c'est une grande question sur les forums américains, sur tous les gens qu'on croise, sur les chaînes. C'est 90% en gros des gens qui regardent le show pensent que c'est un hoax, c'est un fake. Ça nous permet de poser la question, qu'est-ce que c'est un fake? Est-ce que cette carte a été écrite en 1347? Non, clairement non. Est-ce que cette carte a quelque chose à dire? Mais en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure que on s'en fout de la notion de fausse ou vraie. La question, c'est est-ce qu'elle amène des éléments factuels vis-à-vis de l'île et des marqueurs sur l'île qui permettent de dire elle a été créée avec une connaissance intime de l'île ou non, avec, si on pouvait, des marqueurs de l'île qui n'ont pas été découverts il y a longtemps, des marqueurs qu'on a trouvés très tard, et si cette carte y fait référence, ça lui donne de la crédibilité. Et c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure des vidéos, c'est que le nombre de points de recoupement entre ce qu'il y a sur cette carte et ce qu'elle révèle une fois qu'elle est décodée et ce qui se passe sur l'île, et ça peut pas être une coïncidence, probablement pas, mais ça veut dire que la personne ou le groupe de personnes qui ont créé cette carte connaissait intimement l'île. Or, on sait qui y vit depuis et qui y traîne depuis 1795. Et ces personnes-là, en plus, connaissaient des éléments de l'île qui n'ont été révélés au grand public que dans les années 80. Mais j'y reviendrai au fur et à mesure des vidéos. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment j'ai attaqué, moi, personnellement, il y a 3 ans et demi, le décodage de cette carte. Et je vous préviens à l'avance, avec maintenant 3 ans de recul, des travaux recoupés dans tous les sens, Google Earth, c'était pas la bonne méthode. En fait, il y avait des choses sur lesquelles j'ai eu de la chance, j'ai trouvé pile poil, c'était ça qu'il fallait trouver. Il y a des choses, je suis passé par mon imagination et ma déduction. Et au final, avec Michael, que vous allez rencontrer à travers ces vidéos, la méthode que je vais vous présenter là c'était pas la bonne, mais c'est comme avec ça que je suis parti. Et c'est avec ça qu'on a démarré. Et après, on a raffiné le modèle qui est beaucoup plus précis. Je vous rappelle que Michael, qui travaille travaille beaucoup avec Google Earth, qui est très précis et méticuleux, sa tolérance, c'est 1 pied, donc 30 cm. Par exemple, j'ai un point qui se recoupe avec 2 lignes, mais les lignes sont séparées de 4 pieds, d'1 mètre, ça lui va pas. Pour lui, c'est une anomalie ou une coïncidence. Donc, il m'a imposé à moi une demande de précision dans les alignements, les calculs, qui permet d'évacuer pas mal de coïncidences. Allez, on y va. Comment j'ai abordé ce sujet ? Au bout de plusieurs mois de la regarder. Là, je jouais à un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle Assassin's Creed Black Flag, que j'adore, qui est un jeu de pirate, où entre autres, il y a des cartes au trésor. Et je regardais ces cartes à droite, là, que j'avais joué, et quand je regarde la carte à gauche, je me dis, peut-être que finalement, c'est une vue en 3D, là, il y a peut-être... ça c'est loin en profondeur, ça c'est ce qu'on a en premier plan, peut-être un poteau planté quelque part sur l'île. Et puis au fond, en perspective, je peux voir le dessin d'une carte et c'est là qu'il faut creuser.
j'en étais là, hein. Personne n'avait jamais décodé quoi que ce soit sur cette carte. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Ça m'a pas mené loin, mais je me suis dit, du coup, si c'est une carte, il doit y avoir des lignes directrices. Alors, regardons sur cette carte quelles sont des lignes directrices évidentes. Les deux premières qu'on voit, c'est la barque et le bateau, ou le barque et le bateau. Vous noterez d'ailleurs énormément d'erreurs de syntaxe, de grammaire, notamment sur les articles. Et je vais y revenir parce que ça a été une première clé de décodage. Donc j'avais ces deux lignes, et on note immédiatement qu'elles sont parallèles. C'est-à-dire que la personne qui a dessiné la barque et le bateau a fait plutôt attention à ce que la pointe du bateau et de la barque et que la poupe du bateau et de la barque soient dessinées de telle sorte qu'il y a un parallélisme, mais qui n'est pas horizontal, il y a un angle. Donc ça, c'était les premières lignes que j'ai tracées. La ligne suivante, je me suis aperçu qu'il y avait un décalage, là, le R, le D, le L étaient alignés. S'ils sont alignés, j'ai pris la tangente et j'ai tracé cette ligne bleue, et puis elle passe pile dans le I, dans le point du I. Bon, coïncidence. Encore une fois, je ne savais pas ce que je faisais à ce moment-là. J'imaginais, j'introspectais, je découvrais. Puisqu'il y a cette ligne-là à gauche, j'ai à peu près la même là à droite qui va se dessiner. Voilà, donc c'est aussi... Et elle est alignée, le A, le E et le E de barque. 3 points qui confirment un alignement. Bon. J'ai continué, puis je me suis dit, je vais faire l'envers là. Ici, il y a un truc particulier. Là, la signature, après vert, il y a une signature avec un croix, comme une signature, et puis il y a un petit quelque chose là, il y a un petit retour. Et en fait, ce qu'on voit ici en bas, c'est qu'on a le même. C'est-à-dire qu'on a une ligne horizontale, coupée d'une ligne, et le petit zigouigoui, Je dis, tiens, c'est peut-être une indication. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié ces deux points. Voilà où j'en étais. Et puis, ça me disait pas grand-chose, parce que ça me révélait pas énormément. Alors, j'ai continué à travailler, à réfléchir, à imaginer. Et j'ai eu une espèce de flash. À un moment, je me suis dit, mais en fait, pourquoi se prendre la tête à imaginer comment cette carte va révéler son contenu? Les instructions doivent être dans la carte. Donc j'ai commencé à chercher des instructions. Je me disais bien que j'allais arriver à quelque chose avec ça, qu'il y avait quelque chose sur le parallélisme des bateaux, sur ces alignements de lettres. Mais j'avais pas le mode d'emploi. Alors j'ai cherché une aide. Excusez-moi, avant d'arriver là-dedans, j'ai oublié une ligne, pardonnez-moi. La ligne, une des plus importantes au final, on va voir après la suite des vidéos, c'est que ce cadran-là, ce compas, quand on trace une ligne du centre du compas, en haut à droite, on est exactement aligné avec la branche droite de V de vert, et on voit que le V, il est séparé de vert. La personne qui a écrit ce texte a fait très attention à lier au moins E2R, mais V est séparé. V est presque seul. Et on verra dans la prochaine vidéo cette signification. Et puis au-dessus, je vous le donne tout de suite, il y a un sigle là, il y a quelque chose qui est dessiné. Qu'est-ce que vous voyez? On y reviendra parce que c'est extrêmement important, c'est un des indicateurs de la façon dont on doit aborder cette carte. Et ça, je l'ai compris plus tard, au bout de 5-6 vidéos de recherche en anglais. Donc cette ligne qui va de V au centre du cadran et qui arrive à flirter tout en haut avec ce sigle-là, va se révéler être une des plus importantes de toute la carte. Donc voilà le modèle que j'avais, voilà le modèle complet que j'avais. Et comme je vous dis, je cherchais des instructions pour m'aider. Et je me suis dit, elles sont dans le texte, mais elles sont cachées, pour pas que tout le monde y ait accès. Donc ma réflexion, c'est comment commencer? Et je me rappelle, il y a 3 ans et demi, je me rappelle que cette phrase est passée dans ma tête. Comment commencer avec cette carte? Comment commencer? Comment on commence? Et je me suis dit, c'est un peu tiré par les cheveux. Le premier truc qu'on nous montre en haut de l'île, c'est la anse. Alors, beaucoup d'Américains ont cru que c'était la angel, l'ange. Ils pensaient que c'était un G. Non, c'est des S. Et on voit que 90% des S de la carte sont barrés. Et il n'y a que 2 S qui ne sont pas barrés. Pendant 3 ans et demi, on a marné. Michael m'a donné une piste il y a quelques semaines et je pense qu'il a raison. Je vous le révélerai plus tard pourquoi certains S sont barrés
et pas d'autres. Donc, comment on commence? On commence, ben, on va commencer par lance, donc ça doit se passer par là. Et c'est tout à fait tiré par les cheveux, et je pense pas que ça soit... Je pense que c'est une coïncidence, hein. Je pense pas que l'auteur ait voulu qu'on attaque la carte comme ça. Mais c'est ainsi que j'ai procédé. Je vous livrerai après dans d'autres vidéos ce que maintenant on a compris, comment l'auteur voulait vraiment qu'on utilise la carte et dans quelle séquence. Mais on était en mode découverte et recherche. Donc, qu'est-ce qu'on a après la anse? La commence, la commence. Ok, donc je commence, puis alors je lis. Qu'est-ce qu'on lit? Le trou sous la trappe, la soupape. Tiens, il y a une rime. On y reviendra plus tard aussi. Le triangle. Alors, le triangle là, il y a eu des débats incroyables. On a tout vu et tout entendu. Ce triangle-là, on peut lire D-E-U-S. On peut lire D-E-C-S. Il y a des Américains qui ont lu décembre, carrément. Voilà, je vois D-E-C, ça doit être le mot décembre, le triangle décembre, jamais de la vie. Et on n'arrive pas à comprendre la vraie signification. On sait ce que c'est ce point maintenant, on l'a identifié, mais on ne sait pas pourquoi D-E-S ou D-E-C-S ou D-E-I-S, Deus, qui veut dire Dieu en latin, deux, en vieux français on écrivait deux avec un S et pas avec un X. On pense que c'est le triangle numéro 2. Donc je continue à lire. Le bassin, le barrage, il y a encore une répétition de son. C'est étrange, hein, le bassin, barrage. La ancre, alors là, c'est le summum. Il n'y a pas l'apostrophe. S'il y a un S, ça devrait être les ancres. Il n'y a que des fautes. Puis alors le S, il est disproportionné par rapport, par exemple, au A. Et en dessous, on a le triangle de pierre. Et puis ça m'a pris une semaine ou deux. Imaginez, est-ce qu'il y avait une instruction, comment le manipuler et autres. Et puis à un moment, il y a eu un flash et ça s'est révélé. En fait, oui, c'est des instructions. C'est une instruction. C'est une instruction. Il nous demande le trou sous la trappe. Il nous demande de mettre le trou sous la trappe. Le trou, là, il est au-dessus de la trappe. Et la première instruction, elle était en fait sous nos yeux. Il manque le verbe, mais place le trou sous la trappe. Il faut mettre le trou sous la trappe. Et donc, j'ai mis le trou sous la trappe. Et puis rien. Et puis rien, jusqu'au moment où on le lit. Et quand on lit l'attrape le trou. L'attrape le trou. La attrape le trou. L'attrape le trou. La attrape le trou. Et moi, j'adore les mots croisés, j'adore les énigmes et les trucs comme ça. Et c'est... Alors, encore une fois, vous pouvez dire tiré par les cheveux. Sachez, pour les gens qui connaissent et qui ont un peu étudié des trucs comme Rennes-le-Château, l'abbé Saunière, l'abbé Boudet, il y a une langue qui s'appelle la langue des oiseaux, qui est spécifique à la France, qui a été inventée au Moyen-Âge par les troubadours. Peut-être je ferai une vidéo, j'avais fait une vidéo en anglais spécifiquement là-dessus. Et les troubadours, quand ils passaient de château en château pour raconter les nouvelles du comté d'à côté, avaient aussi comme mission de faire passer aux espions du comté d'à côté dans le château des informations cachées. Et c'est par un système phonétique la plus célèbre, et toutes les personnes qui connaissent les jeux de mots, la plus célèbre en français, c'est l'hôtel. L'hôtel qui s'appelle au Lion d'Or. Si jamais vous avez un hôtel dans votre quartier qui s'appelle l'hôtel au Lion d'Or, sachez que c'est un jeu de mots de la langue des oiseaux, c'est au lit, on dort, ce qui est parfait pour un hôtel. Au lit, on dort, au lit, on dort. Donc la langue française a cette capacité phonétique, énormément de jeux de mots, que les langues étrangères, l'anglais ou autre, la culture ne joue pas avec cette intensité, avec les mots comme on le fait en français. En plus, on adore ça. Et donc, cette carte, elle est écrite en français, gavée de fautes, qui, finalement, sont peut-être pas des fautes, sont peut-être des façons d'attirer notre attention. Le trou sous la trappe n'a pas de faute d'orthographe ou de grammaire, mais de placer le trou sous la trappe nous donne une indication phonétique de langue des oiseaux. La, trappe, le trou, la, attrape le trou. Donc ça a commencé comme ça, et je me suis dit, mais c'est pas vrai. C'est pas possible. Alors, continue ma réflexion. De quel trou on doit attraper? Là, attrape le trou, moi je veux bien, mais si je regarde la carte, on parle de quoi en termes de trou? J'ai pas de trou dans la carte. Donc je cherchais la suite des instructions. Et
quand j'ai vu qu'elles y étaient, c'était jouissif, je peux vous le dire, hein, parce qu'on va regarder la suite. Quel trou? En fait, là. Comment ça, là? Ben oui, il est là. Pourquoi il y a des là et des le inversés? En fait, j'en ai déduit, le, c'est une action. Là, qui est en fait équivalent à là avec un accent grave, c'est un endroit sur la carte. Donc j'ai des actions à faire et j'ai des choses qui sont placées qui vont être décrites par les là. Donc là, là, mais là où? Sous le dessin. Ouh. Alors il me dit là, donc il me montre un endroit et il me dit sous le dessin. Alors je ne sais pas ce qu'il y a sous le dessin et il continue et il insiste. Le bas du dessin, sous le dessin. Oui, le bar. Et là, je comprenais pas en fait. Ça m'a pris un certain temps jusqu'à un moment où j'ai re-regardé la carte dans son ensemble. Là, sous le dessin, le bas, le bar. Et quand on regarde la carte, en effet, en bas à droite de la carte, il y a le dessin du petit poisson. Et si vous prenez la photo d'un bar tel que je vous l'ai prise de Google, ils nous ont pas dessiné un cachalot. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup à un bar. Et le bar, si on remonte dans la carte, il est là en bas à droite. Donc il est en train de nous dire, première instruction, le trou sous la trappe. Ok, je fais passer le trou sous la trappe. Je lis quoi? Là, attrape le trou. Mais quel trou? Là, sous le dessin, le bar. Le bar? Eh oui, le bar, il a un trou, c'est l'œil. Et donc, la première instruction que j'ai cru comprendre, c'est donc d'attraper le trou du bar. Donc, je l'attrape et j'en fais quoi? Eh ben, je continue à lire. Donc, j'en étais au bar et il me dit, là, encres. Alors, allons-y. Les encres, puisqu'il me parle d'encre. Allons-y, ancrons. Il faut savoir qu'en français, encre, c'est à la fois un nom, mais aussi un verbe. C'est un verbe conjugué. Hein. J'encre, tu encres, il encre, nous ancrons, mais c'est une encre. Et ben on peut dire la encre S. Et je vous avais dit que le S était surdimensionné. Je pense que c'est un appel. Et il nous dit là, tu vas ancrer ce que tu viens d'avoir du trou du poisson sur S. Ok. Alors on continue à réfléchir, mais quel S? Il y en a des dizaines de S sur cette carte des S barrés. Et en fait, dans la partie supérieure droite du texte, qui commence par plein de fautes de grammaire, probablement pour attirer notre attention, entre autres, 7 dessins. Et je regardais ça, et puis à un moment, pareil, j'ai eu un flash, je me dis, ah les salauds, mais non, mais c'est pas vrai. Mais en même temps, je savais que du coup, j'étais sur la bonne piste, parce que regardez-le verticalement maintenant. Vous la voyez, l'encre? Vous la voyez, l'encre? Ça, c'est du cordage, avec derrière l'hameçon qui fait encre. On peut même imaginer la canne à pêche en haut. D'accord? Donc c'est bien soit l'encre, et quand on le lit, c'est l'encre, elle est là l'encre, hein, de S. Et il nous demandait quoi? Il nous demandait la encre S. Donc j'ai trouvé, là, je vais enlever ce que j'ai gribouillé. Donc oui, le poisson, il mord à l'hameçon, c'est l'encre, c'est ça. Et l'encre de S. Donc le voilà mon S que je cherchais quand on me dit encre S. Donc l'encre de S. Et donc j'ai pu relier le trou du bar, c'est-à-dire l'œil du poisson, avec l'encre de S. Ce qui m'a donné une autre ligne qui, on est en débat avec Michael si elle est toujours valide, mais en tout cas ce qui m'a donné la capacité de construire ça, en reprenant les premières lignes. Et là il y a un phénomène un peu intéressant, c'est qu'on commence à avoir des points avec des triples recoupements, ce qui n'est pas naturel, c'est peut-être une coïncidence. Donc moi j'en étais là, j'étais avec ça sous les yeux, puis alors qu'est-ce que j'en fais? Et il n'y a rien qui sortait. Au même moment, il y avait quelqu'un qui s'appelait Michael, qui avait une chaîne YouTube, Dot to Dot. Je vous invite à aller regarder si vous parlez anglais, parce que c'est du bonheur. Michael avait pour l'habitude, à la fin de chaque show, comme je vous l'avais expliqué, je crois, de reprendre ce que le show avait proposé, pardon, et de montrer sur Google Earth
s'il y avait des corrélations, s'il y avait des alignements et des choses comme ça. Et il avait produit une vidéo, excusez-moi, où il se servait des indications sur la pierre qui avait été trouvée à 27 mètres de profondeur, 90 pieds. Voilà les inscriptions. Et plutôt que de tenter une traduction avec un système de lettres qui vaut des mots, des lettres qui vaut des signes, et je remplace les signes et par substitution je trouve un texte, il s'est dit, et c'est pas la seule personne, parce qu'on a croisé d'autres personnes après qui avaient pris cette approche, il s'est dit non, ça c'est une progression géométrique. On me demande d'abord de tracer un triangle, puis de couper ce triangle avec 2 lignes. Enfin, après, avec une des lignes est équidistante de 2 points. Il faut tracer un cercle avec un diamètre. Et c'est ainsi qu'il a raisonné pour petit à petit et pas à pas construire une représentation géométrique de ce qu'il croyait lui, dans ses recherches à l'époque, être un set d'instructions géométriques. Je vous avoue qu'il a essayé de me l'expliquer au moins 4 fois, et je suis imperméable, j'y arrive pas. On a tous nos carences et nos lacunes. Ça, j'arrive pas à comprendre comment il le fait, mais j'ai vu d'autres personnes sur YouTube ou avec des vidéos qui proposaient aussi, qui arrivent à peu près au même résultat. Et le résultat, c'est celui-là à gauche. Donc grâce à cette progression géométrique, qui pour moi, je doutais, hein, j'étais pas très... En fait, il reconstituait, enfin il partait du repère qu'on a, c'est la croix de Nolan. Hein, la croix, alors la croix, elle s'arrête là normalement, juste là. Voilà, elle est là. La croix, donc je vous expliquais ce que c'était la croix de Nolan dans la première vidéo. Et puis, par ces progressions géométriques, il déterminait une ligne horizontale qui était est-ouest. Alors, ce rectangle, ça, c'est là où ça creuse, le fameux monépite. Ici, c'est le fameux triangle de pierre qu'on a retrouvé... non, pardon, le triangle de pierre, il est en dessous. Il est ici. Et donc, on suspectait un autre triangle, parce que ça c'est venu après, c'est la carte. Et puis, il avait ce point d'intersection là, et il avait compris, et on a compris assez rapidement, que la distance, celle-ci, c'est égal à celle-là, et qu'il y a quelque chose dans les distances de cette croix. Bref, il était arrivé à cette figure géométrique. Et quand j'ai pris ma figure géométrique, et que j'ai superposé sa figure géométrique avec ma figure géométrique, je vais vous montrer ce que ça donne. Il suffit, format picture, de faire jouer avec la transparence. Donc ça, c'est ce que moi j'avais dessiné. Je vais essayer de vous le repositionner. Et en dessous, c'est ce que lui est arrivé comme conclusion. Et j'ai fait exactement ça. J'ai superposé. Alors, pour que les choses soient claires, quand on utilise PowerPoint et qu'on utilise des images, si je modifie la taille de l'image, les proportions sont gardées, parce que c'est un traitement vectoriel de l'image. C'est quand je fais un copier-coller et que je veux coller une image de ça. Et là, l'image, les proportions sont toujours gardées. Donc on peut jouer avec des superpositions avec Google Earth en retravaillant les dimensions, sachant que toutes les proportions sont gardées. Et donc voilà ce qui se passe quand on superpose ces 2 plans. Je vais juste jouer comme ça pour que vous regardiez un peu et que vous commenciez à voir où est-ce que ça fonctionne bien. Voilà, je vais le laisser comme ça. Donc, j'arrive en établissant sa ligne est-ouest, c'est ma ligne pourpre. Les points d'intersection est là. Donc sur ce point-là... Ah, je suis plus sur le... Pardon, je suis plus sur le bon layer, voilà. Sur ce point-là, hein, qui moi c'est mon intersection ici, lui c'est l'intersection de la croix de Nolan et de sa ligne est-ouest, et évidemment de la perpendiculaire hein, qui passe, les carrés rouges c'est juste une projection, une extension de la croix en elle-même. Bon, donc ça c'était un point. Ce que je constatais c'est que j'avais un alignement probable de cette courbe et de celle-là avec ce que Michael avait fait. Allons voir. Ah, décidément, dès que je touche. Voilà. Hein, donc j'avais ma ligne bleue et ma ligne pourpre. La ligne bleue d'en haut, la ligne pourpre, qui semblait avoir un angle pas trop loin. Je dois avoir 5, 6, 7 degrés d'écart. Bon. Et après, qu'est-ce qu'on avait? On avait la ligne du poisson que je viens d'établir, qui finissait exactement dans son carré ici, et qui semblait passer pas loin de la fin de son carré. Surtout que moi j'avais 3 intersections qui semblaient
arriver près de cet angle de carré. J'avais le point qu'il avait appelé 45-22, c'était à peu près le centre de mon cadran. Allons voir ça. Ouais, mon cadran, il était pas loin. Donc petit à petit, je me dis, ah bah puis il y avait ce point là en haut. Hein. Là tout le monde se retrouve en haut là. Moi et lui. Je vais vous montrer. Alors encore, ah si, il m'a laissé la transparence. Non, toujours pas. Faut que chaque fois que je refasse ça. Voilà. Donc j'étais là et lui il était là. Donc petit à petit, je me dis ça peut pas être que des coïncidences, sachant que moi je suis pas très précis dans la mesure où mes lignes là je viens de les déterminer complètement aléatoirement. Hein. Enfin aléatoirement, du mieux que je pouvais, en me disant des alignements de lettres, il y a des choses. Et en fait j'ai contacté Michael qui a été très réticent au début à admettre qu'il y avait quelque chose. On a repris mes premières lignes que j'avais tracées, ces lignes là, et on a cherché pourquoi. Et on a commencé à comprendre que dans ce texte en haut, si j'arrive à avoir mon crayon, dans ce texte-là, étaient toutes les instructions pour tirer ces lignes, sur les bleus en tout cas, et certaines autres, notamment la violette, et tout était masqué là-dedans. Ça sera ma prochaine vidéo pour vous expliquer l'importance capitale de ce morceau de texte en haut. Donc ça a été le début d'une histoire avec Michael, où on a commencé à réfléchir à « mais tu viens d'où et je viens d'où ?» Parce que lui, il vient d'un document qui s'appelle « La pierre de 27 mètres ». Moi, je viens d'un document qui s'appelle « La carte de Zina Alpern » et les deux semblent indiquer la même chose, la même figure géométrique, approximative pour l'instant. Vous allez voir qu'on va vraiment on va vous expliquer comment vraiment la travailler avec le texte, et que finalement c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'elle est complètement alignée sur les marqueurs de l'île. Et ce qui nous a rassuré, ou plutôt qui nous a dit ok, faut qu'on bosse ensemble, c'est qu'on était parti de deux sources différentes qui expliquaient la même chose. C'est ça qui a fait le catch, quoi. Hein. Donc voilà, ça c'est comment moi je suis arrivé au début à rencontrer Michael et à me dire cette carte là elle a des choses à dire par rapport à l'île. Voilà les débuts de décodage. 3 ans et demi après, je peux vous dire que c'est pas comme ça que j'aurais dû commencer, mais on n'avait aucune instruction, qu'il y a un autre moyen de pénétrer cette carte. Et petit à petit, je vais vous expliquer vidéo après vidéo comment tout ceci fonctionne. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Merci pour vos commentaires, et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir!